Chapitre 6. Vannes de régulation spéciale. Passons maintenant à vannes au débit. Dans ce chapitre, nous allons présenter les applications spéciales qui sont difficiles à gérer avec des vannes de régulation standard, ainsi que les modifications de vannes correspondantes. Les vannes de régulation standard abordées dans les chapitres précédents peuvent gérer une gamme très large d'applications de régulation. Pour définir quantitativement cette plage standard, la pression s'étend de la pression atmosphérique jusqu'à 6000 psi, soit 414 bars, et la température va de -150 degrés Fahrenheit, -101 degrés Celsius, à 450 degrés Fahrenheit, 232 degrés Celsius. Le coefficient de débit CV varie de 1,0 à 25 000, auquel s'ajoutent les limites imposées par les normes industrielles courantes. Cependant, même dans ces applications standards, plusieurs facteurs tels que la corrosion et la viscosité du fluide, ou le taux de fuite admissible, doivent impérativement être pris en compte. Et plus on s'éloigne des limites standards mentionnées précédemment, plus le choix de la vanne exige un jugement minutieux. Je vais maintenant vous présenter les vannes de régulation à haute capacité. En général, les vannes à passage rectiligne, globe, de plus de 12 in, les vannes à boisseau sphérique de plus de 24 in. Et les vannes papillons haute performance de plus de 48 in. Entrent dans la catégorie des vannes spéciales. Lorsque la taille de la vanne augmente arithmétiquement, les charges de pression statique lors de la fermeture étanche augmentent géométriquement. Par conséquent, la résistance de l'arbre, les charges sur les paliers, les forces de déséquilibre et la poussée nécessaire de l'actionneur deviennent des problèmes d'autant plus importants que la taille de la vanne augmente. C'est pourquoi, pour les vannes de grande taille, on réduit généralement la perte de charge maximale admissible afin de maintenir les exigences de conception et de l'actionneur dans des limites raisonnables. Toutefois, même en abaissant les classes de pression de service, la capacité de débit de certaines vannes à très grand débit reste considérable. Dans les installations à grand débit, le niveau de bruit doit être examiné avec prudence, car les niveaux de pression acoustique augmentent proportionnellement à l'amplitude du débit. Pour maintenir le bruit généré par la vanne dans des limites tolérables, des conceptions de corps de vanne de grande taille, soit coulées soit fabriquées, ont été développées, comme on peut le voir sur la figure 6A. Ces corps, généralement de construction à cage, utilisent une course de clapets exceptionnellement longue, un grand nombre de petits orifices de passage à travers la paroi de la cage et un raccordement de sortie élargi pour minimiser l'émission sonore et réduire la vitesse du fluide. Naturellement, les exigences pour l'actionneur deviennent plus sévères, et des pistons pneumatiques à double effet et à longue course sont généralement spécifiés pour les applications à grand débit. Ceci montre l'aspect extérieur et la structure d'un corps de vanne à grand débit optimisé pour le service d'atténuation du bruit. Passons maintenant à vanne bas débit. La taille physique et le poids de la vanne et des composants de l'actionneur complexifient les procédures d'installation et de maintenance. L'installation de l'ensemble du corps de vanne dans la tuyauterie, ainsi que le démontage et le remplacement des pièces principales du trim, nécessitent des palans pour charges lourdes. Le personnel de maintenance doit suivre scrupuleusement les manuels d'instruction du fabricant afin de minimiser les risques de blessures. Je vous présente ensuite les vannes de régulation à faible débit. Il existe de nombreuses applications, tant dans les laboratoires et les usines pilotes que dans les industries de transformation générale, où un contrôle de débit extrêmement faible est requis. Ces cas sont généralement traités de deux manières. La première consiste à utiliser des trims spéciaux dans des corps de vannes de régulation standard. Ce trim spécial est généralement composé d'un siège et d'un clapet conçus et usinés avec des tolérances très serrées pour permettre un contrôle précis de débit très faible. Ces types de structures peuvent souvent gérer des valeurs de CV descendant jusqu'à 0,03. L'utilisation de ces trims spéciaux dans des vannes de régulation standard est économique car elle réduit le besoin de stocker des pièces de rechange pour des vannes et des actionneurs spéciaux. Cette approche facilite également les extensions de débit futures, puisqu'il suffit de remplacer les composants du trim dans le corps de vanne de régulation standard. Par ailleurs, comme on le voit sur la figure 6A2, des vannes de régulation spécifiquement conçues pour des débits très faibles sont également utilisées pour ces applications. Ces vannes dédiées peuvent gérer des plages de CV encore plus basses. Il s'agit d'une vanne spéciale conçue pour permettre un contrôle précis, même dans des plages de débit très faibles. Passons maintenant à température extrême. Les vannes de régulation dédiées au très faible débit mentionné précédemment traitent des débits extrêmement bas, allant jusqu'à un CV de 0,00001, soit 1 millionième. Ces vannes de régulation spéciale sont compactes et légères, car elles sont souvent utilisées dans des environnements de laboratoire où l'on emploie des tuyauteries et tubings à chedule très légers.
Elles sont spécialement conçues pour le contrôle précis d'application de fluides gazeux ou liquides à très faible débit. Passons maintenant aux vannes de régulation haute température. Les vannes de régulation utilisées à des températures supérieures à 450 degrés Fahrenheit, 232 degrés Celsius, doivent être conçues et spécifiées en tenant compte de ces conditions thermiques. Dans des environnements à haute température, comme on peut en rencontrer dans les systèmes d'alimentation en eau de chaudière ou les systèmes de bypass du surchauffeur, les matériaux standards peuvent s'avérer insuffisants. Je vais vous présenter la sélection des matériaux pour les vannes de régulation haute température. Pour les services dépassant 450 degrés Fahrenheit, 232 degrés Celsius, la vanne doit être conçue et spécifiée dès le départ sur la base des conditions de température. Les applications types sont les zones à haute température, telles que les systèmes d'alimentation en eau de chaudière et les systèmes de bypass du surchauffeur. À ces températures, les matériaux utilisés pour les vannes de régulation standard sont insuffisants. Les plastiques, les élastomères et les joints standards ne résistent pas et doivent être remplacés par des matériaux plus durables. Pour le siège, on utilise systématiquement un siège métal-métal, et pour le presse-étoupe, on utilise des matériaux en graphite flexible laminé ou semi-métallique. Pour les joints, une combinaison d'acier inoxydable spiralé et de graphite flexible est nécessaire. Concernant le corps de vanne, on utilise souvent des pièces coulées en acier chromolybdène pour les températures dépassant 1000 degrés Fahrenheit, 538 degrés Celsius. L'ASTM à 217 grades WC9 est utilisé jusqu'à 1100 degrés Fahrenheit, 593 degrés Celsius, et jusqu'à 1500 degrés Fahrenheit, 816 degrés Celsius. On choisit généralement l'ASTM à 351 grades CF8M, c'est-à-dire l'acier inoxydable type 316. Je vais maintenant aborder les matériaux de corps pour ultra haute température et passer au service cryogénique. Dans la plage comprise entre 1000 degrés Fahrenheit, 538 degrés Celsius, et 1500 degrés Fahrenheit, 816 degrés Celsius. La teneur en carbone doit être contrôlée dans la limite supérieure de la plage, soit entre 0,04 et 0,08%. Pour des plages de température plus élevées, on utilise des matériaux 9% CR, 1% MO, V. Les pièces coulées ASTM à 217 grades C12A et les pièces forgées ASTM à 182 grades F91 sont utilisées jusqu'à 1200 degrés Fahrenheit, 650 degrés Celsius. Le chapeau prolongé, extension bonnet, permet de protéger les composants de la boîte à presse-étoupe contre les températures extrêmement élevées. Les matériaux de garniture, trim, typiques incluent l'alliage 6 à base de cobalt, l'acier 316 avec un revêtement Duraloy 6 et l'acier inoxydable 420 de nitruré. Passons maintenant au service cryogénique. La cryogénie est la science qui traite des matériaux et des procédés à des températures inférieures à -150 degrés Fahrenheit, -101 degrés Celsius. Pour les applications de vannes de régulation en service cryogénique, il faut prendre en compte des problématiques assez similaires à celles des vannes haute température. Les composants en plastique et en élastomère cessent souvent de fonctionner correctement à des températures inférieures à 0 degrés Fahrenheit, -18 degrés Celsius. Je vais vous présenter les problèmes liés au presse-étoupe et à l'étanchéité du clapet dans le domaine cryogénique. Dans ces plages de basse température, des composants tels que le presse-étoupe et les joints de clapet doivent faire l'objet d'un examen attentif. Pour les joints de clapet, un joint souple standard devient très dur et perd sa souplesse à mesure que la température baisse. Par conséquent, on ne peut plus garantir la fermeture étanche attendue d'un siège souple. En d'autres termes, on perd l'effet d'étanchéité escompté avec un siège souple. Pour résoudre ce problème, des élastomères spéciaux ont été appliqués à ces plages de température, bien qu'une charge, loading, spécifique soit nécessaire pour obtenir un joint étanche. Les détails sur cette charge seront abordés dans la suite de l'explication. Je vais vous présenter comment empêcher le givrage grâce au chapeau prolongé. Comme mentionné précédemment, les élastomères spéciaux nécessitent une charge, c'est-à-dire une mise sous pression, pour obtenir une fermeture étanche. Dans les applications cryogéniques, le presse-étoupe pose problème en raison du givre qui peut se former sur les vannes. L'humidité atmosphérique se condense sur les surfaces les plus froides. Si la température de la surface est inférieure au point de congélation, l'humidité gèle pour former une couche de givre. Lorsque ce givre et cette glace se forment sur le chapeau et la tige des vannes de régulation, et que l'actionneur déplace la tige, la couche de givre sur la tige est entraînée à travers le presse-étoupe, ce qui déchire le joint et entraîne une perte d'étanchéité. La solution consiste à utiliser des chapeaux prolongés. Comme illustré à la figure 6 à 3,
L'utilisation d'un chapeau prolongé permet de maintenir la zone de la boîte à presser-tube de la vanne de régulation à la température ambiante, empêchant ainsi la formation de givre sur la tige et la boîte à presser-tube. Voici l'aspect d'un chapeau prolongé, extension bonnet, typique, conçu pour l'isolation thermique ou pour garantir l'espace d'installation. Je vais vous présenter la détermination de la longueur du bonnet d'extension et les garnitures aux caractéristiques personnalisées. La longueur du bonnet d'extension est déterminée en fonction de la température d'application et des exigences d'isolation. Plus la température d'application est basse, plus le bonnet d'extension doit être long. Pour les applications cryogéniques, les matériaux de construction sont généralement le CF8M pour le corps et le bonnet, et l'acier inoxydable de la série 300 pour la garniture. Dans les applications avec vaporisation éclair, un revêtement dur, hard facing, peut être nécessaire pour lutter contre l'érosion. Je vais maintenant aborder les garnitures aux caractéristiques personnalisées. Les caractéristiques des vannes utilisées dans les vannes de régulation standard, comme illustré à la figure 6 à 4, répondent aux exigences de la plupart des applications. Cependant, des caractéristiques personnalisées sont souvent nécessaires pour certaines applications spécifiques. Dans ces cas, des conceptions de garnitures spéciales peuvent être fabriquées pour répondre à ces exigences. Passons maintenant à caractéristiques. Voici le graphique de la caractéristique inhérente, qui représente la variation du débit en fonction de la course de la vanne. Je vais vous présenter comment implémenter les caractéristiques de la vanne à l'aide de clapets contourés et de cages, ainsi que la réduction du bruit. Dans le cas d'un clapet contouré, on peut modifier la conception de l'extrémité du clapet pour que la surface de passage libre varie pendant que le clapet se déplace sur sa plage de course. Cela permet de générer une caractéristique de débit spécifique souhaitée. De même, les cages peuvent être reconçues pour répondre à des caractéristiques spécifiques. Cette approche est particulièrement courante pour les garnitures de type réduction de bruit. En effet, dans ces garnitures, un niveau élevé de réduction du bruit peut être requis pour les faibles débits, alors qu'un niveau de réduction beaucoup plus faible suffit pour des conditions de débit plus élevées. Passons maintenant à normes nucléaires. Je vais vous présenter le cadre réglementaire dans lequel sont fabriquées les vannes de régulation destinées aux centrales nucléaires. Aux États-Unis, depuis 1970, les fabricants et fournisseurs de composants pour les centrales nucléaires sont soumis aux exigences de l'appendice B, titre 10 CFR partie 50 du Code of Federal Regulation, intitulé Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plant and Fuel Reprocessing Plan. Cette réglementation est appliquée par la Nuclear Regulatory Commission, NRC, des États-Unis. Le point important ici est que la responsabilité finale de la preuve de conformité à l'appendice B incombe au propriétaire de la centrale. Le propriétaire ne pouvant tout fabriquer lui-même, il s'appuie sur les preuves documentées fournies par les fabricants des divers composants. Ces preuves doivent démontrer que les composants ont été fabriqués, inspectés et testés selon des techniques éprouvées, par du personnel qualifié et conformément à des procédures documentées. Le moyen de traduire les exigences du Code of Federal Regulation en spécifications réelles de vannes est le code ASME Boiler End Pressure Vessel Code. La plupart des composants de centrales nucléaires sont spécifiés conformément à la section 3 de ce code, intitulée Nuclear Power Plan Component. La section 3 est appliquée de manière à être conforme aux exigences du Code of Federal Regulation. Tous les aspects du processus de fabrication doivent être documentés dans un manuel de contrôle qualité, lequel doit être audité et certifié par l'ASME avant la fabrication réelle des composants. Toutes les opérations et matériaux de fabrication ultérieure sont vérifiés par un inspecteur agréé. Toutes les vannes fabriquées selon les exigences de la section 3 reçoivent une plaque signalétique du code ASME ainsi qu'un marquage N-Stamp, qui est le symbole de la conformité pour une utilisation dans les applications de centrales nucléaires. Il est très important en pratique de distinguer ce qui est couvert ou non par la section 3. Tout d'abord, le champ d'exclusion, elle ne s'applique pas aux pièces n'ayant pas de fonction de rétention de pression, ni aux actionneurs et accessoires, à moins qu'ils ne soient des pièces de rétention de pression. Elle ne s'applique pas non plus à la détérioration des composants de la vanne due aux radiations, à la corrosion, à l'érosion, aux qualifications sismiques ou environnementales, ni aux exigences de nettoyage, de peinture ou d'emballage. Cependant, ces éléments exclus sont généralement définis séparément dans les spécifications du client. À l'inverse, le champ d'application comprend les matériaux utilisés pour les pièces de rétention de pression, les critères de conception, les procédures de fabrication, les procédures de contrôle non destructif pour les pièces de rétention de pression, les essais hydrostatiques, ainsi que les procédures de marquage et d'estampillage. Enfin,
La section 3 est révisée par des addendas semestriels qui peuvent être utilisés dès leur date de publication et deviennent obligatoires 6 mois après cette date. Passons maintenant à norme NAS 11 SSC. Je vais maintenant vous présenter la fissuration sous contrainte sulfurée, qui pose problème dans les environnements sévères contenant du sulfure d'hydrogène, ce que l'on appelle le source-service. NAS International est une société technique qui s'occupe de la corrosion et des problèmes liés à la corrosion. NAS gère de nombreuses normes, mais la plus influente et la plus connue est la MR0175. L'ancien nom de cette norme était Sulfide Stress Cracking Résistant Metallic Material for Oilfield Equipment. La MR0175 a été publiée par NAS en 1975 afin de fournir des directives pour la sélection de matériaux résistants aux défaillances dans les environnements de production de pétrole et de gaz contenant du sulfure d'hydrogène. Cette norme a été tellement citée que, dans l'ensemble de l'industrie des procédés, le terme NAS est devenu pratiquement synonyme de MR0175. Cependant, la situation a changé en 2003. Dans la révision de 2003, la norme a été considérablement modifiée pour couvrir la fissuration par corrosion sous contrainte due au chlorure, en plus de la fissuration sous contrainte sulfurée. Comme je l'ai mentionné précédemment, la norme a été étendue lors de la révision de 2003, et par conséquent, le système normatif s'est divisé en deux branches. Tout d'abord, fin 2003, la MR0175 a été réorganisée et republiée en tant que document conjoint NAS-ISO. Ce document intégré s'appelle NAS MR0175 ISO 15156, et il traite des matériaux utilisés dans les environnements contenant du H2S pour la production de pétrole et de gaz dans les industries du pétrole et du gaz naturel. Par ailleurs, en avril 2003, NAS a également publié une nouvelle norme, la MR0103, intitulée Material résistant to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environment. Pour faire simple, la MR0103 peut être considérée comme la NAS MR0175 pour l'industrie du raffinage. Ainsi, les normes se sont scindées en deux flux. La MR0175, ISO 15156 pour le secteur de la production, et la MR0103 pour le secteur du raffinage. Je vais maintenant vous présenter la nature de la norme MR0103 pour le raffinage, ainsi que le degré de force juridique de ces normes. La MR0103 traite uniquement de la fissuration sous contrainte sulfurée. À cet égard, elle est similaire à bien des égards aux révisions de la MR0175 antérieure à 2003. L'application de la MR0103 dans l'industrie du raffinage est en augmentation. Il est important ici de distinguer le caractère obligatoire. Dans certains États et régions des États-Unis, la conformité à certaines révisions de la NAS MR0175 ou de la MR0175 ISO 15156 est imposée par la loi. En revanche, à l'heure actuelle, la MR0103 n'est imposée légalement par aucun organisme de réglementation. Enfin, les explications qui suivent sont basées sur le contenu et les exigences de la MR0175 avant 2003, mais elles ne peuvent être présentées avec autant de détails que la norme réelle et ne garantissent pas la compatibilité de tout matériau donné. Par conséquent, nous vous recommandons vivement de consulter le texte original de la norme avant de sélectionner des vannes de régulation pour le source-service. Je vais vous présenter comment sélectionner les matériaux métalliques résistants à la fissuration sous contrainte sulfurée, ou SSC. La plupart des métaux ferreux deviennent sensibles à la SSC lorsqu'ils sont durcis par traitement thermique et au travail à froid. Inversement, de nombreux métaux ferreux peuvent voir leur résistance à la SSC améliorée grâce à un traitement thermique approprié. Les aciers au carbone et les aciers faiblement alliés doivent impérativement subir un traitement thermique approprié pour assurer la résistance à la SSC avec une limite de dureté maximale de 22 HRC. Les aciers inoxydables austénitiques présentent la meilleure résistance à la SSC à l'état recuit, et certaines nuances et conditions spécifiques sont acceptables jusqu'à 35 HRC. Les alliages à base de cuivre sont intrinsèquement résistants à la SSC, mais en raison des risques de corrosion générale, ils ne sont généralement pas utilisés pour les composants critiques d'une vanne sans l'approbation de l'acheteur. Les alliages de nickel offrent généralement la meilleure résistance à la SSC. Abordons maintenant les exigences relatives à la fissuration sous contrainte sulfurée concernant les alliages de nickel, le plaquage, le soudage et le marquage d'identification. Certains alliages de nickel durcissables par précipitation sont acceptables pour des applications nécessitant une résistance ou une dureté élevée jusqu'à 40 HRC. Le plaquage au chrome, au nickel ou d'autres types de plaquage n'offrent aucune protection contre la SSC.
Leur utilisation est donc autorisée dans les applications sources pour la résistance à l'usure, mais ils ne peuvent pas être utilisés pour tenter de protéger un matériau de base non résistant contre la SSC. Les réparations par soudage et les soudures de fabrication sur les aciers au carbone et faiblement alliés doivent être traitées correctement pour garantir que le métal de base, la zone affectée thermiquement, HAZ, et le métal déposé respectent tous l'exigence de dureté maximale de 22 HRC. Les aciers alliés nécessitent un traitement thermique après soudage, PWHT, et le PWHT est généralement appliqué aux aciers au carbone également. Pour le marquage d'identification, le poinçonnage conventionnel est autorisé dans les zones à faible contrainte, comme sur le diamètre extérieur des brides de ligne. J'ai mentionné précédemment les zones à faible contrainte, telles que le diamètre extérieur de la bride de ligne, mais pour toutes les autres zones, un marquage d'identification à faible contrainte doit impérativement être utilisé. La norme interdit l'utilisation du boulonnage ASTM à 193 grade B7 lorsqu'il est classé pour un usage exposé. Par conséquent, on utilise des matériaux de boulonnage résistants à la fissuration sous contrainte sulfurée, comme l'ASTM à 193 grade B7M. Dans ce cas, les vannes conçues initialement pour le boulonnage B7 peuvent nécessiter un déclassement, de rating, de leur pression nominale. Par exemple, pour une vanne à globe classe 6 l'utilisation d'un boulonnage 17-4 pH H1150 dBl permet d'éviter ce déclassement. Je souhaite maintenant vous présenter l'introduction et l'état d'utilisation de la norme NAS MR 0175 ISO 15156. Cette norme intégrée a apporté des modifications significatives par rapport aux normes précédentes. Cependant, de nombreux utilisateurs finaux spécifient toujours la version NAS MR 0175-2002, car ils considèrent que cette version est suffisante pour garantir une durée de vie utile satisfaisante. Les changements les plus importants de la nouvelle norme intégrée seront détaillés successivement dans les sections suivantes. Je vais vous présenter les principaux changements de la norme MR 0175 ISO 15156. Premièrement, le boulonnage 17-4 pH H1150 dBl, utilisé comme boulonnage exposé à pleine pression nominale dans les vannes à globe classe 6 n'est plus autorisé. Deuxièmement, cette révision traite non seulement de la fissuration sous contrainte sulfurée, mais aussi de la fissuration par corrosion sous contrainte due au chlorure. Les éditions précédentes classaient la plupart des matériaux simplement comme possibles ou impossibles. Cependant, avec l'extension du champ d'application à la corrosion sous contrainte due au chlorure, la nouvelle norme a évolué pour autoriser tous les alliages résistants à la corrosion dans des limites appelées limites environnementales ou contraintes environnementales. Ces limites environnementales sont généralement exprimées par la pression partielle de H2S, la température maximale, les ppm de chlorure et la présence de soufre libre. Troisièmement, l'utilisation du matériau 316 est toujours autorisée, mais seulement dans des conditions environnementales très limitées. Si l'on s'y conforme strictement, ce matériau devient pratiquement inutilisable. Je vais maintenant vous présenter l'étendue d'application de NAS MR 0175 et ISO 15156, ainsi que la répartition des responsabilités. Cette norme s'applique aux installations de production, de forage, de collecte, aux conduites de flux et aux installations de traitement sur site, et se limite aux services d'hydrocarbures contenant du sulfure d'hydrogène. Il est important de noter qu'elle ne s'applique pas aux raffineries, car l'environnement du raffinage est régi par une norme distincte, la MR 0103. La répartition des responsabilités est claire. Il incombe à l'acheteur de spécifier correctement le matériau approprié, et il incombe au fabricant de s'assurer que le matériau spécifié répond aux exigences métallurgiques de MR 0175 et ISO 15156. Cette révision définit les conditions d'utilisation des alliages résistants à la corrosion via des limites environnementales telles que la pression partielle de H2S, la température maximale, les ppm de chlorure et la présence de soufre libre. Par ailleurs, de nombreux utilisateurs finaux spécifient toujours l'édition 2002 de MR 0175, estimant que cette version seule permet de garantir une durée de vie utile suffisante. Je vais maintenant vous présenter la norme NAS MR 0103 relative à la fissuration sous contrainte sulfurée pour l'industrie du raffinage. Cette norme est similaire aux révisions de MR 0175 antérieures à 2003 sur plusieurs points, mais présente quelques différences importantes. Tout d'abord, la définition de ce qu'est un environnement sourd, corrosif, diffère, car la MR 0103 utilise une définition basée sur le raffinage. De plus,
La responsabilité de déterminer et d'imposer l'application des exigences de cette norme incombe à l'utilisateur. La différence majeure réside dans le champ d'application. Alors que la version 2002 et les versions antérieures de MR0175 imposaient des limites environnementales à certains matériaux, la MR0103 traite uniquement de la fissuration sous contrainte sulfurée et n'impose de limites environnementales à aucun matériau. Par conséquent, les matériaux sont classés soit comme autorisés, soit comme non autorisés. Enfin, les aciers au carbone classés Péno 1, groupe 1 ou groupe 2 selon le code ASME pour les chaudières et les récipients sous pression sont autorisés dans la MR0103 sans exigence de dureté du métal de base. Je vais maintenant vous présenter la portée des métaux de base en acier au carbone auxquels s'applique la norme NAS MR0103. Les aciers au carbone classés Péno 1, groupe 1 et 2 selon le code ASME pour les chaudières et les récipients sous pression sont reconnus comme satisfaisant la norme MR0103 sans exigence supplémentaire de dureté du métal de base. Plus précisément, les groupes 1 et 2 du Péno 1 incluent les pièces coulées WCC et LCC, les forgés à 105, les tôles à 516 grades 70, ainsi que d'autres matériaux courants en acier au carbone pour récipients sous pression. Ces matériaux sont des aciers au carbone représentatifs couramment utilisés dans l'environnement de l'industrie du raffinage. Ensuite, je voudrais vous présenter les exigences de contrôle du soudage que la norme MR0103 impose aux aciers au carbone. La norme MR0103 exige un contrôle du soudage plus rigoureux pour les aciers au carbone que celui imposé par la version 2022 de la norme MR0175. Plus précisément, elle stipule que les aciers au carbone Péno 1 doivent être soudés conformément à un autre document, NAS appelé RP0472, intitulé Methods and Control to Prevent in Service Environmental Cracking of Carbon Steel Wellman in Corrosive Petroleum Refining Environment. Cette norme RP0472 définit des contrôles garantissant que le métal déposé et la zone affectée thermiquement, ou HAZ, sont tous deux suffisamment souples pour résister à la fissuration sous contrainte sulfurée. De plus, la RP0472 exige des essais de dureté réelle sur les dépôts de soudure lors de la production, bien que ces essais puissent être exemptés si certaines combinaisons de procédés de soudage et de métaux d'apport sont utilisées. Nous allons maintenant voir comment la dureté de la zone affectée thermiquement est contrôlée dans la norme NAS MR0103. La dureté de la zone affectée thermiquement, soit la HAZ, autour de la soudure peut être gérée principalement de deux manières. La première consiste à appliquer un traitement thermique après soudage, le PWHT, et la seconde consiste à limiter la composition chimique du matériau de base. Un exemple représentatif de limitation de la composition chimique est l'imposition d'une valeur maximale d'équivalent carbone, ou CE. Le contrôle de la dureté de cette manière a pour but d'empêcher la fissuration sous contrainte se produisant dans des environnements de corrosion. Je vais maintenant aborder les restrictions concernant les matériaux de boulonnerie. La norme MR0103 n'autorise pas l'utilisation du matériau S17400H1150 pour la boulonnerie. Cette politique est identique à celle des révisions de la norme MR0175 postérieure à l'an 2000. Par le passé, la boulonnerie 17-4 pH H1150 DBL était largement utilisée pour la boulonnerie exposée full rated des vannes de classe 600. Cependant, veuillez noter qu'en raison de ce changement de norme, la boulonnerie de ce matériau n'est plus autorisée.